Alors, merci beaucoup, Frédéric, d'être là, de pouvoir en tout cas apporter votre témoignage concernant l'épuisement. On est parti pour du coup parler de votre témoignage. La première chose que je souhaitais vous demander, c'est de vous présenter comme vous auriez aimé que l'on parle de vous lorsque les gens vont entendre ce podcast. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on dise? Heu, que dire? Bah, Frédéric, une cinquantaine d'années. J'ai toujours fonctionné à 300 à l'heure. Voilà, donc j'ai toujours été très, très, très active dans tous les domaines, que c'est très investie, professionnellement, associativement, au niveau de la famille, puisque épouse de militaire, donc forcément, ben, un mari pas toujours dispo entre les déplacements, ses fonctions au niveau de sa carrière, etc. Voilà, et 2 enfants qui sont grands maintenant, Ok. que je me suis rendue beaucoup disponible pour eux quand ils étaient petits, puisque papa était pas toujours dispo, voilà. Et ancienne enseignante, hein, j'ai arrêté il y a 1 an, et justement suite à tous mes problèmes, voilà, Ok, d'épuisement. D'accord. Avant d'épuisement, de ouais. parler de votre vécu, du coup, ce que j'aurais aimé, du coup, que vous nous partagiez, si vous aviez 2 mots, en fait, j'aurais aimé 2 mots qui symbolisent votre phase d'épuisement, un mot qui symbolise votre phase d'épuisement, pardon, et un mot si qui symbolise maintenant ce que vous vivez post-épuisement. Comment vous auriez symbolisé, avec quel mot? Quel mot qui vous vient quand je vous demande ça? Alors, bah, ma phase d'épuisement, c'était un mot. Euh, un gros coup de frein à main. OK. Un frein à main. Et Qu'est-ce qui vous fait, maintenant, oui. le frein à main, eh ben, tout simplement du jour au lendemain, plus capable de rien. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça en fait. J'ai tenu, puisque je suis dans un contexte de maladie chronique. J'ai tenu, puisque je savais que si je m'arrêtais, ben je ne serais pas remplacée auprès de mes élèves. Donc j'ai tenu tant que j'ai pu. Et puis ben un jour, ben en fait mon corps il a mis le frein à main et plus rien, plus capable de rien, plus de, j'arrivais plus à me concentrer, à avancer. Je dormais déjà plus beaucoup avant, mais du coup là c'était plus rien. Donc ouais, voilà, un gros coup de frein à main dans ma vie à 300 à l'heure. Ouais, Et OK. maintenant, je dirais, ben, euh, je m'écoute, en fait. Oui, j'écoute mon corps, parce que je sais que, voilà, j'ai obligation de vivre au rythme de mon corps et de mon cerveau qui a du mal à récupérer. Du coup, vous avez parlé, du fait que vous vous écoutez plus, voilà, Plus, maintenant oui. que le mot, c'est frein à main et ce que j'entends. Justement, par rapport à ce que vous décrivez de frein à main, est-ce que pouvez nous parler, de votre vécu, de cette situation d'épuisement? Quel a été finalement l'événement déclencheur, qui vous a permis de vous dire: «Ben non, là, c'est vraiment de l'épuisement que je vis»? Quelle était votre situation, du coup, de travail, Voilà. Alors, bah, en fait, j'étais donc à l'époque, j'étais professeur de SVT. Je travaillais en 75% avec 5 niveaux différents, dans un établissement où j'étais très impliquée dans le projet pédagogique qui fonctionnait en neurosciences, avec des élèves à besoins particuliers. Je fonctionnais bien, tout allait bien, et puis bah, en fait, quand ma maladie chronique, la dernière maladie s'est déclarée, la combinaison en fait des deux
J'ai eu beaucoup de mal à... J'ai pas eu toutes les infos du corps médical par rapport à ma pathologie. Et j'ai continué à travailler entre guillemets, alors pas comme si de rien n'était, c'est pas vrai. J'écoutais les conseils de mon spécialiste, à savoir que je me reposais au maximum. Oui. Il m'arrivait certains jours de rentrer à la maison et à 15 heures de me poser en me disant je me pose un quart d'heure, et en fait je dormais 2 heures avec cette maladie chronique en fait qui fait que qui fait qu'en fait on est beaucoup plus fatigable. Ensuite, le comment ça s'est déclenché, je sais pas exactement. En fait, j'ai commencé euh, au mois de janvier à peu près 2023 à moins bien dormir, mais en fait, je savais que ma pathologie créait des problèmes de sommeil. Donc vous vous Donc, êtes pas dit qui de la pardon? poule ou de l'œuf? En fait, vous vous êtes pas dit, vous pensiez que c'était la pathologie, mais Oui, peut-être que voilà. En c'était fait, aussi un voilà, signe. je me suis dit c'est lié à la pathologie, je me repose. Alors, j'ai bien suivi les conseils de mon spécialiste, mais en fait, ce qu'on m'avait pas dit, c'est que quand on est atteint de maladie chronique, on est beaucoup plus sujet à tout ce qui est dépression, surmenage, etc. Burn-out, Et épuisement. voilà. Et en fait, j'ai commencé à moins bien dormir. Du coup, j'essayais de bien dormir, de me reposer, etc. Mais bon, ça faisait que, en fait, tout s'est enchaîné. Et en l'espace je suis arrivée chez le médecin euh, mi-mai, ouais, première quinzaine de mai, je sais plus exactement. Et l'épuisement, en fait, s'est installé au fur et à mesure, puisque je dormais moins bien, j'avais toujours mes élèves en face de moi, mes problèmes de santé à gérer, mais parfois des douleurs qui faisaient que, la fatigue chronique, etc. Et en fait, ouais, mi-mai, j'arrivais plus à gérer mon boulot à la maison. Je parle du boulot professionnel, hein. Oui, Uniquement. Tout ce qui est ménage et tout ça, je laisse de côté. Uniquement mon boulot professionnel. J'avais le cerveau en fait qui commençait à être moins efficace parce que je dormais plus assez. Et et là-dessus, mi-mai, je suis arrivée chez le médecin, mon généraliste, qui m'avait suivi depuis le début de ma pathologie. Et là, je me suis effondrée en pleurs en lui disant j'en peux plus. Et là, il m'a dit il va peut-être falloir penser à gérer autrement. OK. Et là, pour l'instant, il m'a arrêté en fait, et il m'a complètement arrêté. Il m'a donné des médocs pour m'aider à mieux dormir, etc. Chose que, étant professeur de SVT, j'avais toujours freiner des cas de fer, on va dire, parce que je connaissais les conséquences en fait Bien sûr. sur le fonctionnement du cerveau en journée. Et du coup, en fait, voilà, j'étais arrivée au bout du bout du bout du bout, et tout ça, j'avais tenu parce que je pouvais pas me permettre en fait d'être arrêtée, parce que sinon mes élèves n'avaient plus personne en face d'eux. Oui. Mais C'est au final, j'ai laissé le reste de ma santé, quoi. Et le fin du fin, la goutte d'eau, on va dire, c'est quand donc j'ai été arrêtée jusqu'aux vacances d'été, où là j'ai pris contact quand même avec une psychiatre. J'ai vu le médecin de prévention de l'éducation nationale pour avoir suite avec ma pathologie, avoir ensuite des aménagements. J'étais en cours d'attente de reconnaissance de handicap, etc. Et une psychiatre pour m'aider en fait à surmonter tout ça, l'acceptation du handicap, parce que il y a plein de choses en fait avec une maladie chronique. C'est pas cet épuisement, c'est la gestion de tout le reste en fait, passer à une autre vie, on va dire.
Et donc, début août, quand on est arrivé dans l'été, où là, je me suis dit, bon, là, il faut préparer la rentrée. Et en fait, pour la première fois de ma vie, eh ben, j'ai pas pu me remettre au travail après 3 semaines de vacances, de vraies vacances. Impossible de me remettre à préparer ma rentrée et mon année qui arrivait. Et là, je me suis dit, oups, il y a peut-être un peu plus qu'un un, un simple épuisement. Enfin, faut creuser davantage, quoi. OK. Voilà. Et donc, je suis allée à la pré-rentrée. La pré-rentrée s'est pas bien passée. Je pensais que retrouver mes collègues, ça me reboosterait. Et puis en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Mon corps, je me suis remise à mal dormir les 15 jours avant la rentrée, la pré-rentrée. Où là, j'ai dit à mon médecin, j'ai fini par aller le voir en lui disant, écoutez, le médoc que vous m'avez donné, là, il est plus du tout efficace. Mon cerveau s'est habitué. Ça fait 15 jours que je redors plus. Il m'a dit, écoutez, je vous passe à un autre traitement plus fort. Et puis en fait, traitement que je n'ai jamais pris. Mmh. Parce que c'était un week-end où j'étais toute seule à la maison. Mon mari était en déplacement. Le pharmacien m'avait dit, écoutez, ce nouveau traitement, ne le prenez pas si vous êtes seul, parce qu'il est quand même un peu costaud. Donc j'ai décalé, j'ai attendu, que j'ai dit, ok, je le commencerai lundi, c'est pas grave. Et j'ai continué le traitement que j'avais avant. Et en fait, OK. entre-temps, j'avais vu mon médecin qui m'avait dit, écoutez, là, il va falloir faire une vraie pause. Et bien en fait, j'ai fait dans le week-end. Donc j'ai vu mon médecin le samedi matin. Et dans le week-end, j'ai fait 2 nuits de 9 heures. OK. Alors Quel qu'avant, je dormais 3 heures, 4 heures par nuit. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas le traitement qui est plus efficace, c'est ton cerveau qui te dit stop. Il faut que tu penses à faire autre chose par rapport à... Voilà, il va falloir trouver une porte de sortie pour pouvoir, pour pouvoir simplement me retrouver avec un cerveau qui fonctionne correctement, quoi. Donc là, vous avez j'étais... Oui. pardon Frédéric, vous avez, parlé de, voilà, de ce que vous avez vécu. Vous avez déjà mentionné quelques clés. Hem, on en a parlé un petit peu avant, de du coup d'enregistrer. Est-ce que du coup, on a posé les mots pour vous burn-out, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez jamais entendu? Est-ce Alors, qu'on a dit épuisement? Qu'est-ce que mon médecin généraliste, déjà quand on s'est vu, alors je sais plus si c'est dès le premier rendez-vous en mai ou peu après, parce que il m'a revu un certain nombre de fois sur mai-juin, m'a fait faire un test, sachant que j'avais des pathologies chroniques, et que c'est là qu'il m'a dit, mais le spécialiste aurait dû me le dire en amont, logiquement, c'est là qu'il m'a dit, le problème c'est qu'avec vos pathologies chroniques, vous êtes très sujette à cet épuisement. Il m'a fait faire un test, un premier test rapide par rapport à la dépression, et il m'a dit non, en fait, c'est que ouais, en fait non, ouais, c'est moi qui lui ai posé le mot de burn-out. Et il m'a dit oui, là effectivement, votre épuisement, en fait, avec vos pathologies, vous en êtes à ce stade-là, quoi. Il faut faire une vraie pause. Et en fait, j'ai passé mai-juin globalement, alors au moins le mois de mai, sur le canapé à dormir. Il m'avait filé des médocs. De toute façon, j'avais des traitements qui étaient tellement costauds que en fait, je pouvais globalement pas faire grand-chose. J'ai passé 15 jours à dormir. Je me levais quand même. Je me levais, je m'habillais, mais en fait, je sortais quasiment pas de la maison. J'ai passé 15 jours sur le canapé à, je vais dire, à comater, quoi, globalement, à essayer de permettre à mon cerveau de se poser et de récupérer. Ce qui, pour moi, compte tenu de mon fonctionnement, était juste inconcevable, en fait.
avoir le cerveau qui fait rien. Parce que moi, enfin, j'ai toujours fonctionné. C'est mon tempérament à 300 à l'heure, à faire 36 projets, à gérer 36 000 choses en même temps. Et là, en fait, ben, c'était plus possible, quoi. Et ouais, voilà. Et puis, ben, mon généraliste m'a dit, oui, effectivement, la burn-out et la psychiatre derrière que j'ai vue après fin mai, je crois, m'a dit oui effectivement ouais voilà vous êtes enfin elle me l'a pas dit clairement parce que c'est moi qui lui en ai parlé, elle m'a pas contredite. Donc j'en suis revenue voilà j'ai fait entre guillemets le diagnostic moi-même et après elle a parlé de euh, comment après c'était ah, je sais plus, il y avait un terme, j'ai pas retenu le terme, enfin bon, qui était lié en fait, c'était vraiment lié au fonctionnement entre mes maladies chroniques et le travail. Et le travail, OK. Vous avez parlé de, voilà, de ce que vous avez mis en place. Vous avez mentionné le suivi, en fait, que vous avez eu, hein, qui est, alors les spécialistes et votre médecin généraliste. Concrètement, dans cette période un peu post-épuisement, quand on annonce finalement qu'il faut faire une grande pause pour quelqu'un, comme vous le dites, qui a l'habitude d'être à 300 à l'heure, qu'est-ce qui vous a aidé concrètement? Alors j'ai profité de ça parce que mon médecin généraliste était vraiment très 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 bienveillant et à l'écoute et il m'a dit là maintenant vous êtes en arrêt, vous coupez complètement tout et vous faites ce qui vous fait du bien. Alors j'ai dit ben ok, donc je faisais déjà un petit peu de sport adapté, j'ai profité pour aller à l'aquagym parce que j'avais besoin quand même de pouvoir bouger un peu et j'ai repris l'équitation. J'ai repris, mais l'équitation, du coup, j'ai eu du mal parce qu'il fallait que je trouve un club avec un moniteur formé au handisport. Oui, Puisque j'étais cavalière avant d'être malade et en fait j'avais besoin de reprendre parce que je faisais du sport mais pour moi l'aquagym, la gym adaptée, tout ça pour moi on va dire que ça m'apportait autant de plaisir que d'aller chez le kiné. Bon, j'adore mon kiné, il était très sympa, on s'est bien entendu pendant 3 ans, mais c'était pas pour moi c'était pas du sport, c'était du soin par rapport à ma pathologie. J'avais besoin de quelque chose, sachant que avec ma pathologie, j'avais dû arrêter le VTT, j'avais dû arrêter le ski, tous les sports un petit peu qui me permettaient de bouger, c'était plus possible, c'était plus du tout compatible. Donc, il a fallu que je reprenne quelque chose qui me faisait du bien. Et ben, je savais que l'équitation, voilà, c'était mon sport, et donc j'ai repris, j'ai trouvé une coach formée au handisport, et l'écurie m'a vraiment mis, enfin, m'a proposé une jument qui était juste d'une bienveillance à toute épreuve. On s'est vraiment trouvé. D'ailleurs, la coach me disait quand on discutait, elle me disait elle se comporte pas du tout avec toi comme elle se comporte avec les autres cavaliers. Il y a vraiment quelque chose, il y a une connexion entre vous deux. C'était une jument qui, entre guillemets, qui était une assurance touriste qu'on donnait vraiment aux débutants. Moi, j'avais déjà de l'expérience. Avant d'être malade, je faisais de l'obstacle, je faisais du cross, je faisais un peu, voilà. Donc, j'étais déjà une cavalière, on va dire, avec un niveau, je me débrouillais, avec niveau galop 4-5. Et là, j'ai repris l'équitation, en fait, en simplement au départ à être au contact de la jument, d'être avec elle à l'écurie. Les premières fois, la coach m'a fait monter un quart d'heure parce qu'il fallait que mon corps se réhabitue et et vraiment et que j'arrive à profiter de ces moments-là en fait, oui. Plutôt être à me dans générer l'être. des endorphines en montant.
qui m'apaisait vraiment et qui me faisait beaucoup de bien. Être dans l'être plutôt que dans le Ouais, faire. c'est ça. Et vraiment, cette jument, en fait, on a passé une année ensemble, parce qu'après, mon mari a été muté. On a été une année ensemble, et cette jument, en fait, on s'est vraiment euh, fait du bien. On s'est auto-aidé, on va dire. Parce qu'en fait, elle avait des problèmes de dos, moi j'avais des problèmes articulaires plus, voilà, mon cerveau qui avait besoin de souffler. Et ouais, vraiment, on était en connexion. Enfin, c'était juste, j'ai jamais vécu ça avec un cheval, quoi. Et on était dans, il y avait des fois, j'avais même pas besoin de faire passer mes aides pour que la jument comprenne ce que je voulais faire. OK. Enfin, c'était presque, je vais pas dire de la télépathie, mais il y avait vraiment on fonctionnait à la voix beaucoup puisque je peux plus monter avec mes jambes. Et elle a appris des choses, elle m'en a appris aussi. Et ça a vraiment été, oui. Et on travaillait au box 1 heure avant la reprise. On travaillait 1 heure après. On jouait. Enfin, on avait vraiment un contact privilégié, à tel point qu'un jour, j'étais au bord du manège pour parler à la coach. Elle était en reprise avec des débutants et donc elle montait elle était montée de cette jument et la personne n'arrivait pas à la faire partir au trot. Et à chaque fois qu'elle passait devant moi, elle s'arrêtait, la jument. Et à un moment, j'ai dit, je vais tenter un truc. Elle était de l'autre côté de la carrière. Je l'ai appelée et je lui ai dit, trottez. Et elle est partie. Et en fait, il y avait vraiment ouais, Ce lien. ce lien toutes les deux. Puis en parallèle, ben, j'ai été beaucoup aidée aussi par mon chat, qui avait vraiment un contact, qui lui est avec nous depuis une dizaine d'années. Donc il m'a vraiment suivi dans tous mes problèmes de santé. Et là, la dernière maladie, il comprend vraiment quand je me pose, quand ça va pas, il vient se poser sur moi. Alors, on va dire que c'est pareil, c'est de l'auto bien fait. On se, Parce que s'il vient me voir, c'est pas uniquement pour m'aider. Lui, il est content aussi parce qu'il vient, il récupère des gratouilles, des caresses, des machins, voilà. Et sa présence, en fait, quand il se pose sur moi, il a tendance à se poser sur les endroits où j'ai mal, OK. sans que j'ai besoin de dire quoi que ce soit. Et parfois, on s'endort en fait ensemble. Je le gratouille, il ronronne, ça me fait du bien, moi ça m'apaise. Et par rapport à mes douleurs, je me suis aperçue que quand il est sur moi, comme ça, posé, il m'arrive de pas avoir besoin de prendre d'antidouleur. Sa OK. simple présence et son ronron m'apaisent. Puis bon, bah, il y a la chaleur aussi qui joue, la pression. Et il m'arrive, ouais, de pas prendre d'antidouleur grâce à lui, en fait. Parce que, ouais, voilà, ce contact, en fait, avec l'animal fait que ouais, c'est très, très apaisant. Et pendant la période de surmenage, il a été vraiment à l'écoute. C'est-à-dire que les fois où je pouvais pas sortir du lit, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, il restait à côté de moi toute la journée sur le lit. Parce que pour lui, c'était pas quelque chose de normal Habituel, oui. dans le fonctionnement. Voilà. Et donc, quand je suis couchée en journée parce que ça va pas, il reste avec moi. Mmh. Est-ce que du Et coup, avant ce que vous aviez, avant de vous poser, de faire cette grande pause, est-ce que vous vous étiez rendu compte, de ces bienfaits, du rapport, du coup, aux animaux que vous, en tout cas, qui étaient nécessaires pour vous? Est-ce que vous vous étiez rendu compte de ça? Est-ce que vous étiez alors oui, cavalière? oui, mais pas à ce point-là. Avant qu'on ait notre chat actuel, là, donc qui nous a rejoint il y a 10 ans, on en a eu un autre pendant 17 ans et demi. Et en fait, quand il est parti, tout de suite, très vite, on a repris notre chat actuel parce que
cette présence à la maison manquait. Le fait de la douceur du pelage, ce contact avec l'animal, le ronron, on s'est aperçu que oui, c'était un équilibre en fait dans la famille et ça manquait à tout le monde. Et le fait de reprendre un animal, oui, c'était on a toujours eu et le chat, je sais que le précédent et le nouveau quand il est arrivé, étaient vraiment des conflits. Par exemple, pour les enfants, quand ils avaient des coups de mou, puisque les militaires on déménage régulièrement, les enfants laissent leurs copains, on arrive dans un nouvel endroit, il faut se refaire des connaissances, enfin c'est compliqué. Le chat partageait tous ses coups de mou avec les enfants. Et il allait toujours, quand un des deux n'allait pas, le chat allait, par exemple, dormir avec lui. Il dort au pied. Le chat dort dans notre chambre, par terre, dans notre chambre, sur un plaid. Sauf que quand les enfants n'allaient pas, eh bien le chat allait dormir sur le lit avec eux. Et Ok. ça, c'est vrai que ouais, c'est quelque chose de. On l'avait déjà remarqué, effectivement, mais personnellement, je pensais pas que ça. Enfin, bon, je savais qu'il existait des chiens d'assistance pour les chiens L'équithérapie. guides, les handichiens, les chiens pour les. Récemment, j'ai découvert aussi les chiens pour le stress post-traumatique, par exemple. C'est une association dans le sud de la France, principalement justement pour les militaires qui souffrent de stress post-traumatique. Il y a une association qui éduque des chiens, justement, qui sont remis ensuite à des militaires pour les aider à passer les périodes difficiles quand ils commencent à se sentir moins bien, qu'ils sentent que le stress les regagne en fait quand ils sont déclarés. Voilà. Enfin, après il y a des bon, il y a des protocoles très particuliers pour avoir un chien comme ça, mais oui, je savais que les animaux étaient importants et avaient un lien, mais avant de l'avoir expérimenté moi-même, je pensais pas que ça pouvait être aussi important Bien sûr. et aussi bénéfique. Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce que du coup, vous pouvez nous dire quel message finalement vous retenez de ce que vous avez vécu? Si, voilà, je vous parle de la phase, d'épuisement, vous êtes, voilà, encore en train de reconstruire, de vous reconstruire. Quel message puissant ça vous a renvoyé? Qu'est-ce que vous vous dites? Ben, finalement. Euh, eh bien, qu'en fait, j'aurais peut-être dû quitter mon boulot avant. OK. Ça faisait quelques années déjà que je me disais, c'est compliqué à force de déménager tout le temps. J'ai du mal. Euh, J'adorais mon boulot. C'est pour ça que j'ai tenu en fait jusqu'au point de non-retour, on va dire. Mais j'aurais peut-être effectivement dû prendre un mi-temps thérapeutique quand j'ai eu ma dernière maladie chronique qui s'est déclarée. Enfin, je pensais pouvoir y arriver parce que j'avais toujours tout surmonté, mais qu'au bout d'un moment, bah là, c'était, on va dire, la maladie de trop, quoi. Et Pour ce que vous faites actuellement, ce que vous vivez, est-ce que ça vous gardez en tête un message clé justement à ne pas oublier du eh coup? ben, à ne pas Quel oublier, c'est-à-dire ne pas oublier de penser à moi. OK. Et C'est-à-dire aujourd'hui que, mais parce que, alors, je le fais parce que j'ai la possibilité de le faire. C'est pas toujours le cas. J'ai un mari qui me soutient à 3000%. Enfin, je veux dire, il est à l'écoute, voilà, il m'aide, voilà, c'est même lui qui m'a dit, écoute, je vais être muté, c'est peut-être là le moment de partir. Profite de cette mutation pour changer les choses et voilà, les enfants sont autonomes. Il m'a dit les enfants sont autonomes, la maison est payée, j'ai une nouvelle mutation avec un poste intéressant, important, profite de ce moment-là.
et vis autrement. Alors, vous parlez de, voilà, de l'importance d'entourage, hein, du soutien, et vous avez dit, ce que vous retenez comme message clé, c'est de penser à moi. C'est pas facile ce terme. Qu'avant de faire cette grande pause, est-ce que ça vous parlait penser à moi? Qu'est-ce que vous mettiez derrière? Et aujourd'hui, concrètement, ce serait quoi votre routine Oui, pour penser à vous? ouais, ouais. Alors avant, je pensais à moi, mais on va dire toujours. Enfin, je pensais à moi en pensant aux autres, en fait. C'est un peu paradoxal. Oui. C'est-à-dire que par exemple, quand on était sur une de ces affectations, où il était très pris par son poste. Les enfants commençaient à être un peu autonomes, fin de primaire, collège. On est dans une petite ville où ils pouvaient tout faire tout seuls. Donc, n'avais plus besoin de maman comme taxi, etc. J'étais quand même présente pour les devoirs, enfin voilà, mais ils commençaient à prendre un peu d'autonomie. Et du coup, je me suis investie dans du bénévolat. J'ai été formatrice, premier secours et secouriste à la Croix-Rouge française pendant les 4 ans de son affectation. Et alors c'est vrai, oui, j'étais pas là pour ma famille, mais en même temps, je pensais à moi à ce moment-là en pensant aux autres, et j'ai eu tellement de retours, tellement de positifs, j'ai appris énormément de choses sur ces 4 années de Croix-Rouge à ce moment-là, que alors je vivais toujours à 300 à l'heure, hein. C'était pas le souci, mais en fait, c'est ce bénévolat me rechargeait les batteries pour pouvoir ensuite donner au boulot et à ma famille. Voilà. Et là, bon, maintenant, c'est complètement différent. C'est-à-dire que je dois avoir des périodes de pause. C'est-à-dire que le canapé est devenu mon meilleur ami. Parce que physiquement, c'est plus gérable comme avant. Mais je continue à m'investir dans des choses. Vu que je ne travaille plus, je refais du bénévolat. Je suis en cours de reconversion. Euh, mais euh, mais je fais du bénévolat, on va dire là, enfin comme je le faisais avant, mais vraiment à mon rythme. C'est-à-dire que ben les jours où ça va pas, ben ça va pas, et puis j'ai pas, ben, le jour où je peux pas, en fait. Oui. Sans culpabilité, en s'écoutant et en se Ça donnant m'agace, finalement de ça m'agace toujours parce que on ne se refait pas, mais tant pis. Mais tant pis. Je dirais maintenant, après moi le déluge. Voilà, j'ai un peu fait un virage à 180 degrés, on va dire, où vraiment, là maintenant, la priorité, c'est de m'écouter. Voilà, ce week-end, on est allé en balade. Mon mari m'a dit, oh, j'irais bien visiter tel musée. Ouais, mais là, j'ai mal partout. Donc il y avait 2 solutions. C'était ou je restais sur le canapé, ou je faisais l'aller-retour en fauteuil roulant. Parce que là, c'était pas possible physiquement de le faire en marchant, même avec des béquilles. Ben, j'ai fait tout en fauteuil roulant. donc même Voilà. accepter Mon aussi mari a les poussé. aménagements. Il a passé son permis fauteuil. C'est voilà. Oui, Voilà. donc accepter aussi Mais des les jours où ça va, ça aménagements. va. Voilà. Les jours où ça va, je fais. Les jours où ça va pas, je dis et je demande de l'aide. Oui. Est-ce que ça, c'était aisé avant? Aussi aisé de savoir demander de l'aide? Euh, Pas forcément parce que j'étais en pleine possession de mes moyens. Alors bon, je demandais de l'aide quand même, hein. Les enfants ont été éduqués de telle sorte que tout le monde fait quelque chose à la maison, le ménage se fait en famille, chacun fait son lit, défait son lit, refait son lit, met son linge à laver, machin, etc. Aide à mettre le linge, étendre le linge, etc. Mais euh,
mais je le faisais moins quand même. Parce que en plus, bon voilà, mon mari avait été très pris par sa carrière, mais oui, non, je faisais moins. Maintenant, peut-être parce que maintenant aussi, on va dire, j'ai cette reconnaissance de handicap qui fait que oui, si je veux durer, je dois vraiment m'écouter. Comme, une reconnaissance qui a amené aussi la conscience des choses, qui a légitimé finalement? Peut-être. Peut-être. Là après, je suis pas allée travailler psychologiquement aussi loin, mais oui, demander de l'aide et quand j'arrive pas à faire quelque chose, ben parce que je le sais, physiquement, je suis diminuée. Euh, Si j'arrive pas à ouvrir quelque chose, à ouvrir un bocal par exemple, parce que ça c'est très compliqué pour moi, ben j'appelle à l'aide. Mon mari vient m'aider à faire, voilà, il m'est arrivé certaines fois, il y a quelques années, on savait pas à l'époque que j'avais ces problèmes de santé. J'ai dû demander à mon mari de me couper ma viande parce que j'étais pas en état de le faire. Mes doigts ne me le permettaient pas. Et c'est vrai que c'est des périodes où on se dit mais enfin j'ai pas 90 ans quoi. C'est compliqué. Puis bon, bah maintenant, voilà, ça fait partie du truc, quoi. Mais oui, si j'avais quelque chose à dire aux gens, c'est quand vous pensez que vous devriez changer, n'attendez pas trop. Écoutez-vous. Ouais, parce que moi, ça faisait un moment que je me disais, ce métier, je l'adore, mais il m'épuise. Ma fille, ça faisait quelques années qu'elle me disait, maman, écoute, tu sais, on n'est plus à l'époque où on rentre dans un métier et on y est jusqu'à la retraite. Tu peux faire autre chose. Alors, bah oui, mais quoi? Enfin, je voyais pas du tout. Et après, il a fallu aussi faire ce travail de réflexion sur bon, maintenant, je découvre un handicap, je vais changer de métier. Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, voilà. Mais j'aurais peut-être dû m'écouter et changer avant. Bon, après avec des si, voilà. C'est ça. En tout cas, c'est arrivé, et merci parce que c'était du coup ma dernière question. Si du coup vous aviez un message, qu'est-ce que vous auriez dit? Et c'est ce que voilà, je retiens de ce que vous avez dit dans votre podcast, hein, l'importance de s'écouter, la notion du corps, ce qui était aussi prépondérant, le rapport à l'animal, hein, et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de méthodes aujourd'hui avec l'équithérapie, l'équicoaching. En tout cas, aujourd'hui, on sait que ce soit le cheval, le chien, ou voilà, là, vous avez parlé du chat, il y a Tout à vraiment fait, cet aspect bénéfique et que vous avez trouvé vos propres clés. Et c'est ça qui est important pour ceux qui vont nous écouter. Vous partagez votre expérience et qu'ils prennent en tout cas les clés qui peuvent les aider et après qu'ils cherchent aussi leurs propres clés. En tout cas, merci Frédéric tout à pour fait. Et alors je voulais juste, ce pardon, témoignage. rajouter pour le chat. Alors je me suis basée parce que j'étais déjà sensibilisée dans les troubles des apprentissages et je suis beaucoup ce qui se fait au Canada. Et j'ai découvert que, par exemple, pour les animaux, aux États-Unis et au Canada, il existe un statut particulier. Alors, il y a les animaux d'assistance, comme on connaît, hein, les chiens guides, les chiens d'assistance, etc. Il existe également les animaux d'assistance, de soutien émotionnel, c'est un statut particulier pour ces animaux, que ce soit des chiens, des chats ou tout autre animal, parce que j'ai vu qu'on pouvait avoir des cochons d'Inde, on peut avoir des poneys, on peut avoir comme animal de soutien émotionnel. En ce qui me concerne, en France, ce statut n'existe pas. Par contre, j'ai demandé à mon médecin généraliste de me faire un certificat médical indiquant que la présence de mon chat est indispensable à mes côtés. Parce que comme je voyage pas mal en avion actuellement à travers l'Europe, en fait, j'ai besoin de pouvoir me déplacer avec mon animal parce qu'il m'apporte cet apaisement en fait dont j'ai besoin quand par exemple j'ai des crises de douleur
ou simplement des insomnies, ou parce que ça m'arrive encore, hein, avec ma maladie. Et en fait, pour qu'ils puissent voyager avec moi et que j'ai pas de problème avec les compagnies aériennes, parce que c'est de plus en plus compliqué de voyager avec un animal en cabine, le médecin m'a fait un certificat médical indiquant que voilà, sa présence était requise pour apaiser psychologiquement mes troubles. Quand alors même s'ils sont pas directement des troubles psychologiques, mais voilà, il l'a fait passer comme ça. Et ça serait bien que en France, ce statut puisse se développer, parce que en discutant avec de nombreux malades qui ont ma pathologie, en fait, on est énormément à avoir le soutien de nos animaux Ok. pour nous apaiser au niveau de nos douleurs, des insomnies, etc. Et voilà, sachez que l'animal, je sais qu'au Canada, un médecin peut prescrire à quelqu'un de prendre un animal. Ok. Par exemple, en cas de dépression, pour pouvoir, alors, par exemple, pour l'aider à sortir, parce qu'un chien, il faut l'emmener se promener. Donc il faut sortir, ou pour apaiser des stress. Par exemple, le chat peut permettre, voilà, avec son ronron, d'apaiser. Je sais que il avait été prouvé, et je l'avais ressenti pendant ma grossesse, quand le chat se mettait contre mon ventre. Mes enfants, quand le chat ronronnait contre moi, les enfants réagissaient Ok. dans le ventre parce qu'ils ressentaient les vibrations du ronronnement. Et voilà, et ce contact. Et donc il y a des choses qui existent. Le ronronnement apaise la fréquence cardiaque également quand on est stressé. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent et qui sont là, on va dire, mesurables et physiologiques, quoi. Donc c'est pas juste on va dire, du psychologique. Une fréquence cardiaque qui diminue, c'est un enregistrement. Ce sont des paramètres biologiques. Donc là, il y a pas de problème, quoi. Voilà. Donc c'était un Merci petit plus. beaucoup, Frédéric. Merci pour, du coup, votre témoignage. On Merci à espère vous. que les personnes pourront prendre les clés, qui, pourront leur servir et à très vite. Merci beaucoup, Ophélie.